Kenneth Creed essuya la graisse de ses mains avec un chiffon, l'odeur d'huile moteur collant à ses vêtements comme une seconde peau. Le garage se tut tandis que le dernier client s'éloignait, les feux arrière disparaissant dans le crépuscule hivernal du Montana. La neige craqua sous ses bottes tandis qu'il retenait son souffle, formant des nuages blancs dans l'air glacial. 6 mois, c'est le temps que Marie avait passé dans leur vie et le temps que Sandra lui échappait. Le trajet du retour par Marrow Creek dura 8 minutes sur des routes dégagées, 12 minutes quand la neige tombait abondamment, comme ce soir. Kenneth connaissait chaque nid de poule, chaque virage de ces rues. Il avait grandi ici, était parti à l'armée et était revenu pour construire quelque chose de solide, quelque chose de durable. La maison était sombre, à l'exception d'une fenêtre, la lumière de la cuisine. Sandra devait être là, probablement en train de fixer son téléphone. Kenneth poussa à nouveau la porte d'entrée, secouant la neige de sa veste. La maison était froide, malgré le chauffage allumé, pas une température froide, quelque chose de plus profond. Sandra ici. Sa voix était monocorde depuis la cuisine. Il la trouva à table, une tasse à café à moitié vide, son téléphone, le visage contre terre, à côté de sa main. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, mais son regard semblait se fixer quelque part au-delà de son épaule. « Comment va le travail » demanda-t-elle. « Comme d'habitude. Réparer la transmission de Madame Patterson, commander des pièces pour le camion Miller. » Kenneth accrocha sa veste à la chaise. « Où est Marie ? » Elle dort. Elle a mangé, d'accord. Oui, Kenneth, elle a mangé. Il observa le visage de sa femme, des cernes sous les yeux, les cheveux tirés en queue de cheval désordonnée. Elle avait été magnifique le jour de leur mariage, 3 ans plus tôt. Elle l'était encore quand elle souriait. Le problème, c'est qu'elle ne souriait presque plus. Tu as l'air fatigué, dit-il. Sandra haussa les épaules. Bébé de 6 mois. À quoi t'attends-tu ? Je devrais peut-être prendre le quart de nuit plus souvent. Tu travailles 10 heures par jour, et toi aussi ? Être maman, c'est du travail, non ? Les doigts de Sandra tambourinaient sur la table, ce qui donne plutôt l'impression d'être coincé. Kenneth sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Rien, oublie. Sandra se leva, laissant sa tasse sur la table. Je vais voir comment allait Marie. Elle le frôla et Kenneth sentit une odeur qui n'était ni du talc ni son parfum habituel, quelque chose de plus fort, d'inconnu. Il la suivit dans le couloir jusqu'à la chambre de Marie. Leur fille était allongée dans son berceau, ses petits poings serrés contre son visage, respirant doucement et régulièrement. 6 mois, et elle avait déjà les cheveux noirs de Sandra, son menton têtu. Elle est parfaite, murmura Kenneth. Sandra se tenait à la fenêtre, regardant la neige tomber. Parfois, je me demande à quoi ressembleraient nos vies si, quoi. Rien que Kenneth entendit la pensée inachevée suspendue dans l'air comme une menace. Plus tard dans la nuit, après que Sandra se soit couchée en prétextant l'épuisement, Kenneth s'assit dans son fauteuil inclinable avec une bière et essaya de donner un sens aux pièces qui ne s'emboîtaient pas. Les sautes d'humeur de Sandra s'étaient aggravées depuis la naissance de Marie. Le médecin a dit que la dépression postpartum était fréquente et a suggéré une thérapie. Sandra a refusé. Puis, il y avait eu ses visites à Bozeman, chez sa mère, a-t-elle dit. Mais la semaine dernière, Kenneth avait appelé la mère de Sandra pour s'enquérir du calendrier de vaccination de Marie et la femme semblait perplexe. Sandra n'était pas passée depuis des mois, avait-elle dit. Tout va bien ? Kenneth avait fait semblant, trouvé des excuses, mais le doute s'était installé profondément. Son téléphone a vibré à un SMS de sa sœur, « Mara, comment vas-tu ? Tu avais l'air stressé. » Au dîner du dimanche, Kenneth a répondu, juste des trucs de boulot fatigants. Mais ce n'était pas vrai. Le travail était la partie facile. Le travail avait du sens. Les outils faisaient ce qu'ils étaient censés faire. Les pièces s'emboîtaient à leur place. Les gens étaient plus difficiles à cerner. Point. Il a vérifié Marie une dernière fois avant de se coucher. Elle dormait paisiblement, inconsciente des nuages d'orage qui s'amoncelaient autour de son petit monde. Kenneth ne le savait pas encore, mais ce serait l'une des dernières nuits paisibles dans leur maison. Point. 3 jours plus tard, Kenneth travaillait tard sur une tâche de pose tenace. Le pick-up Hendrix le résistait à chaque pas, comme si le camion lui-même ne voulait pas être réparé. Au moment où il eut fini, l'obscurité s'était installée sur Marrow Creek comme une lourde couverture.
La maison était silencieuse. Lorsqu'il entra dans l'allée, la voiture de Sandra avait de nouveau disparu. Kenneth fronça les sourcils en vérifiant son téléphone. Pas de message. Il essaya de l'appeler. Il tomba sur la messagerie vocale. Sandra, c'est moi qui me demande juste où tu es. Appelle-moi. De retour à l'intérieur, la maison était différente, trop calme. Pas le calme paisible d'un bébé qui dort, mais le silence creux du vide. Sandra, appela-t-il. Pas de réponse. Kenneth se dirigea vers la chambre de Marie, s'attendant à la trouver dans le berceau. La pièce était sombre, le berceau vide. Son cœur fit un bond. Sandra, peut-être qu'elle avait emmené Marie avec elle. C'était logique. Mais Sandra n'a jamais emmené Marie avec elle. Bosemans Trips a dit que le trajet était trop long pour un bébé. Kenneth a fouillé la maison pièce par pièce, appelant leurs noms, salon, cuisine, salle de bain, chambre, tous vides. Il a vérifié le garage en dernier, poussant la porte depuis la cuisine. La lumière du garage était allumée. C'était faux. Ils éteignaient toujours la lumière du garage. Sander était paranoïaque à propos de la facture d'électricité. Kenneth est entré dans le garage en scrutant l'espace, son établi, des étagères de vieux pots de peinture, des décorations de Noël et des bacs en plastique. Tout semblait normal, sauf le congélateur dans le coin, celui qu'ils avaient acheté l'année dernière pour stocker le gibier après la saison de chasse. Le couvercle était fermé, mais quelque chose a fait marcher Kenneth vers lui, un bruit faible, comme si son sang s'était transformé en eau glacée. Kenneth a déchiré le couvercle du congélateur et a vu sa fille à l'intérieur, allongée sur le côté parmi des paquets de viande congelée. Les lèvres de Marie étaient bleues, son petit corps rigide et immobile, mais sa poitrine bougeait à peine, Jésus-Christ. Kenneth a sorti Marie du congélateur, son corps froid comme la pierre contre sa poitrine. Marie, bébé, reste avec moi. Il courut à la maison, attrapant le téléphone d'une main tout en tenant Marie contre sa veste de l'autre. Ses doigts tremblaient tandis qu'il composait, 911, 911, quelle est votre urgence? Mon bébé, ma fille de 6 mois? Je l'ai trouvée dans un congélateur. Elle respire à peine, monsieur. Où êtes-vous? Kenneth donna l'adresse d'une voix ferme, malgré la panique qui lui serrait la gorge. L'entraînement militaire commença. Restez calme, suivez la procédure, faites le travail. L'enfant est-elle consciente? Non, elle a froid, très froid. Ses lèvres sont bleues. J'envoie une ambulance. Respire-t-elle? Kenneth approcha son oreille du visage de Marie et sentit un léger souffle d'air. Oui, à peine. J'ai besoin que vous la réchauffiez progressivement. Contact peau à peau, ne pas utiliser de chaleur directe. Kenneth retira sa chemise et pressa Marie contre sa poitrine, les enveloppant tous les deux dans une couverture. Depuis le canapé, sa peau était comme de la glace. Combien de temps est-elle restée dans le congélateur? C'est la question qui a fait basculer le monde de Kenneth. Depuis combien de temps était-il parti travailler? À 7 heures du matin, il était déjà plus de 21h-14h mais Sandra était là. Sandra était censée surveiller Marie. Je ne sais pas, Kenneth a dit que je venais de rentrer du travail. Les ambulanciers sont arrivés dans les 6 minutes. Kenneth les a regardés s'occuper de Marie, vérifiant sa température, son pouls, sa respiration. L'une d'elles, une jeune femme aux mains habiles, a regardé Kenneth d'un air sérieux. Sa température corporelle est dangereusement basse. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. À l'hôpital, Kenneth arpentait la salle d'attente pendant que les médecins s'occupaient de Marie. L'infirmière posait des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Depuis combien de temps Marie était-elle au congélateur? Pourquoi était-elle là? Où était sa mère? Le docteur Martinez, pédiatre, a finalement annoncé la nouvelle. Votre fille est stable. Nous la réchauffons lentement et surveillons les complications. Elle était en hypothermie, mais nous l'avons détectée à temps. Combien de temps a-t-elle passé? D'après sa température corporelle et la gravité de son hypothermie, j'estimerais entre 45 minutes et 1 heure. Plus longtemps, et nous aurions une conversation différente d'une heure à l'autre. Marie mourait lentement dans ce congélateur depuis 1 heure. Docteur, est-ce un accident? Le docteur Martinez étudia le visage de Kenneth. Monsieur Creed, je dois vous demander, comment votre fille s'est-elle retrouvée dans un congélateur? Je ne sais pas.
Je suis rentré du travail et je l'ai trouvée là. Où est votre femme? Je ne sais pas non plus. Le téléphone de Kenneth a sonné. Sandra. Kenneth, je viens de recevoir vos messages. Que s'est-il passé? Où es-tu, Bozeman? Je t'ai dit que je rendais visite à maman. Pourquoi as-tu l'air contrarié? Kenneth s'éloigna du poste des infirmières en baissant la voix. Marie est à l'hôpital. Quoi? Que s'est-il passé? Je l'ai trouvée dans le congélateur. Silence à l'autre bout du fil, alors? C'est impossible. Rentre à la maison maintenant. Je suis à 2 heures d'ici, Kenneth. Que veux-tu dire? Tu l'as trouvée dans le congélateur. Je viens de rentrer, Sandra. Kenneth a raccroché et a regardé le téléphone. La voix de Sandra avait sonné faux. Pas assez choquée, pas assez paniquée pour une mère qui entend son bébé presque mourir, qu'il a appelé sa sœur Mara. Kenneth, il est tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Marie est à l'hôpital. Quelqu'un l'a mise dans notre congélateur. Seigneur, est-ce qu'elle va bien? Elle ira bien, Mara, j'ai besoin que tu viennes ici. J'arrive. Mara est arrivée avant Sandra. Elle a trouvé Kenneth dans la chambre d'hôpital tenant la main de Marie à travers les barrières du berceau. Marie était réveillée maintenant, regardant autour d'elle avec des yeux curieux, les moniteurs bipant sans interruption. Elle a l'air bien, a dit Mara. Elle lissait les cheveux de Marie. Le médecin vigilant dit qu'il n'y a pas de séquelles permanentes. Nous avons eu de la chance, Kenneth. Que s'est-il passé? Il lui a tout raconté. En rentrant à la maison dans la maison vide, trouvant Marie dans le congélateur, l'appel de Sandra, Marlowe a écouté sans interrompre sa formation d'infirmière, la faisant poser les bonnes questions. Je ne sais pas depuis combien de temps Sandra est partie ce matin. Elle dormait encore quand je suis parti travailler et la lumière du garage était allumée. Oui, on éteint toujours cette lumière, toujours. Marlowe est restée silencieuse un long moment. Kenneth, les bébés ne se glissent pas dans les congélateurs. Je sais que quelqu'un y a mis Marie. Je sais. Sandra est arrivée à minuit, se précipitant dans la chambre d'hôpital, le visage ruisselant de larmes. Elle avait l'air vraiment désemparée, tendant les mains tremblantes vers Marie. Oh mon Dieu, bébé, maman est là, maman est là. Kenneth observait le comportement de sa femme, étudiant chaque geste, chaque expression. Sandra sanglotait au-dessus du berceau, touchant le visage de Marie, murmurant des excuses. Je ne comprends pas comment c'est arrivé, dit Sandra. Je suis allée la voir avant de partir. Elle dormait dans son berceau. Quand es-tu parti? Demanda Kenneth. Vers 22 heures, peut-être 22h30? Tu m'as dit que tu étais allé voir ta mère. J'y étais, je suis. Je veux dire, j'étais en voiture quand vous avez appelé. L'histoire de Sandra semblait trop bien répétée pour quelqu'un qui venait d'apprendre que son bébé avait failli mourir. Le docteur Martinez est venu voir Marie, lui a expliqué le plan de traitement et les signes à surveiller. Sandra a posé toutes les bonnes questions, jouant parfaitement le rôle de la mère inquiète. Mais Kenneth a remarqué quelque chose. Quand le docteur a expliqué depuis combien de temps Marie était au congélateur, la réaction de Sandra a été le soulagement, pas l'horreur. Mais elle ira bien. Sandra a demandé, pas de séquelles permanentes. Je vous avais bien dit qu'elle irait bien, dit Sandra à Kenneth plus tard, une fois le docteur parti. Kenneth est resté très immobile. Qu'avez-vous dit? J'ai dit qu'elle irait bien. Non, vous avez dit que vous m'aviez dit qu'elle irait bien. Sandra a cligné des yeux. Je voulais dire que je disais qu'elle irait bien. Sandra, je ne vous ai jamais dit que Marie était en vie quand je vous ai appelé. J'ai juste dit qu'elle était à l'hôpital. Le visage de Sandra s'est vidé de ses couleurs. Bien sûr que je savais qu'elle était en vie. Vous ne seriez pas aussi calme si elle l'était. Comment l'as-tu su? Sandra le fixa, prisonnière de ses propres mots. Kenneth, tu me fais peur. Je suis fatigué et perdu. Je comptais sur notre bébé pour sa sécurité, mais le mal était fait. Sandra avait révélé des informations qu'elle n'aurait pas dû révéler et Kenneth a classé ce fait comme une preuve dans un dossier qu'il montait contre quelqu'un qu'il avait aimé. Marie est rentrée de l'hôpital 2 jours plus tard, en bonne santé et heureuse, comme si de rien n'était. Kenneth a pris congé du travail pour l'aider à s'occuper d'elle, mais il voulait surtout regarder. Sandra jouait parfaitement la mère dévouée. Elle a nourri Marie, changé ses couches, chanté de douces berceuses.
Aux yeux de tout observateur, elle ressemblait à une femme reconnaissante pour la sécurité de son enfant. Mais Kenneth regardait de plus près maintenant. Le téléphone de Sandra sonnait sans arrêt. Elle se déplaçait toujours dans une autre pièce pour répondre, parlant à voix basse. Quand Kenneth demandait qui avait appelé, elle répondait au travail, à sa mère ou à un ami de fac. Comme quand on parle à des amis de fac, a demandé Kenneth après le 3e appel mystérieux en un après-midi. Appelez-les lorsqu'ils entendent parler d'urgence. Le mot circule, quel mot? Nous n'avons dit à personne ce qui s'était passé. Les yeux de Sandra se détournèrent. Mara avait dû dire quelque chose, mais Kenneth avait expressément demandé à Mara de se taire jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui s'était passé. Sa sœur était discrète. Elle ne bavardait pas sur les affaires de famille. Ce soir-là, pendant que Sandra donnait le bain à Marie, Kenneth examina le garage plus attentivement. Il avait été trop paniqué cette nuit-là. Il avait trouvé Marie pour chercher des indices. Maintenant, il fouilla, tel l'enquêteur qu'il avait été formé à être dans l'armée. Le congélateur était posé dans un coin, bourdonnant doucement. Kenneth l'ouvrit et regarda l'intérieur avec un regard différent. Des paquets de venaison étaient soigneusement empilés d'un côté. Il y avait juste assez de place pour un petit corps de l'autre côté, il vérifia le couvercle, aucune rayure, aucune trace de lutte. Marie avait été placée à l'intérieur, pas jetée. Kenneth examina l'ouvre-porte du garage, un appareil intelligent connecté à leur Wi-Fi. Le téléphone de Sandra pouvait le contrôler, tout comme le sien. L'appareil il a enregistré chaque ouverture et fermeture avec un horodatage. Kenneth a lancé l'application sur son téléphone et a parcouru l'activité récente. Ses mains sont devenues froides en lisant les données. La porte du garage s'est ouverte à 2h14 il y a 3 nuits. La porte du garage s'est fermée à 2h31. La porte du garage s'est ouverte à 6h47. La porte du garage s'est fermée à 6h55. Kenneth est parti travailler à 7h. Il sortait toujours son camion et fermait le garage derrière lui, ce qui correspondait à l'ouverture à 6h47. Mais l'activité au milieu de la nuit était nouvelle. Quelqu'un avait ouvert le garage à 2h14 et l'avait fermé 17 minutes plus tard, puis l'avait rouvert à 6h47. Sandra a prétendu être partie pour Bosemont vers 10h du matin, mais les journaux du garage indiquaient une activité aux premières heures du matin, alors qu'elle aurait dû dormir. Kenneth a pris des captures d'écran des journaux et les a enregistrées sur son téléphone. Ensuite, il a vérifié le babyphone. C'était aussi un appareil intelligent, avec une caméra qui enregistrait sur le cloud. Kenneth a accédé aux enregistrements de cette nuit-là, mais n'a rien trouvé. La caméra avait été désactivée, pas cassée. Quelqu'un l'avait éteinte volontairement. Kenneth sentit les pièces d'un puzzle s'assembler, formant une image qu'il ne voulait pas voir. Ce soir-là, au dîner, Sandra semblait nerveuse. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Kenneth, engageant des conversations et les laissant s'éteindre. « J'ai réfléchi », dit-elle en donnant à manger à Marie avec un petit pot de nourriture pour bébé, peut-être devrions-nous installer un système de sécurité après ce qui s'est passé. Quel genre de système de sécurité? Des caméras, des détecteurs de mouvement, quelque chose pour assurer la sécurité de Marie pendant notre sommeil. Kenneth observa le visage de sa femme. Tu penses que quelqu'un est entré par effraction? Je ne sais pas quoi penser d'autre. Marie ne s'est pas mise dans ce congélateur. Non, Kenneth a acquiescé. Ça me fait peur de penser qu'il y avait quelqu'un dans notre maison, quelqu'un qui voulait faire du mal à notre bébé. La performance de Sandra était bonne, une mère inquiète pour la sécurité. Mais Kenneth aperçut autre chose dans sa voix. Elle cherchait, essayant de comprendre ce qu'il savait. J'ai commandé des caméras, dit Kenneth. Sandra resta immobile. Tu en as fait 3, porte d'entrée, garage et salon. Elles devraient arriver demain. C'était rapide. Je ne perds pas de temps quand il s'agit de la sécurité de Marie. Sandra hocha la tête, mais Kenneth lut de l'inquiétude dans ses yeux. Elle ne voulait pas de caméra, ce qui signifiait qu'elle avait quelque chose à cacher ces prochains jours. Kenneth installa les caméras de sécurité, tandis que Sandra observait nerveusement. Il fit semblant d'expliquer leur fonctionnement, comment elle téléchargeait les enregistrements sur le cloud, comment il pouvait les surveiller depuis son téléphone. Même au travail, je pourrais voir tout ce qui se passe dans cette maison, dit Kenneth. Sandra força un sourire. C'est bien, je me sentirai plus en sécurité.
Mais elle n'avait pas l'air plus en sécurité. Elle semblait prise au piège. Kenneth fit également d'autres préparatifs. Il contacta un avocat, non pas pour demander le divorce, mais pour comprendre ses droits concernant la garde des enfants. Il se renseigne sur les lois sur la surveillance domestique dans le Montana. Il se renseigne sur les exigences en matière de preuves dans les affaires pénales et indique qu'il monte un dossier. Morceau par morceau, contre sa propre femme. Le plus dur était de se comporter normalement, d'embrasser Sander au revoir le matin, de bavarder pendant le dîner en prétendant qu'il lui faisait toujours confiance pour leur fille. Mais Kenneth était doué pour se cacher. L'armée lui avait appris la patience, la discipline et comment recueillir des renseignements sans révéler sa mission. Sandra, quant à elle, devenait plus négligente. Elle passait des appels téléphoniques plus longs, sortant parfois, même par grand froid. Elle inventait des excuses pour faire ses courses seule, laissant Marie avec Kenneth. Elle commença à veiller tard, prétextant ne pas pouvoir dormir, point final. Un soir, Kenneth l'a mis à l'épreuve. Je pense à faire des heures supplémentaires samedi. Il dit, un gros travail est arrivé et bien payé samedi, mais c'est notre journée en famille, juste pour cette fois, à moins que tu ne prévoies de retourner voir ta mère. Sandra hésita. Je n'en avais pas l'intention, mais si tu travailles de toute façon, tu devrais peut-être t'accorder une pause avec les bébés. Peut-être que je le ferai. Kenneth hocha la tête et retourna à son journal, mais intérieurement, il lui tendait un autre piège, que si Sandra partit pour Bozeman samedi, il la suivrait. Il découvrirait où elle était réellement allée. Lorsqu'elle prétendait rendre visite à sa mère. Car Kenneth était désormais certain d'une chose, Sandra mentait surtout. La question était de savoir pourquoi elle avait tenté de tuer leur fille et si elle réessayerait. Le samedi matin, gris et froid, la neige fraîche recouvrait les rues de Marrow Creek. Kenneth s'habilla pour aller travailler, mais ne se rendit pas au magasin. Il gara son camion à 3 pâtés de maison et retourna par l'allée derrière leur maison. Il avait une vue dégagée sur leur allée depuis le vieil abri de jardin de Madame Wilker. Héloïse Wilker avait 87 ans et passait le plus clair de son temps à observer le quartier depuis la fenêtre de sa cuisine. Elle mentionna avoir vu des gens chez eux alors que Kenneth et Sandra étaient censés être absents. Kenneth attendit. À 9h30, la voiture de Sandra sortit de l'allée en marche arrière. Kenneth nota l'heure et la direction. Elle se dirigea, non pas vers l'autoroute qui menait à Bozeman, mais vers le centre-ville de Marrow Creek. Kenneth fit son jogging. Il retourna à son camion et le suivit à distance. Sandra traversa la ville et s'engagea sur une route longeant un lac en direction des vieux chalets de pêcheurs de la rive nord. Kenneth connaissait ces chalets. La moitié d'entre eux restaient vides en hiver. L'autre moitié était louée par des hommes venus chasser ou pêcher et recherchant l'intimité. Un endroit parfait pour les secrets. La voiture de Sandra s'arrêta dans l'allée du chalet numéro 7. Kenneth se gara derrière une pinède et observa à la jumelle un homme qui sortait à sa rencontre. Grand, musclé, vêtu d'un t-shirt moulant. Malgré le froid, il avait une mâchoire et des épaules dignes d'un magazine. Kenneth ne le reconnut pas. L'homme prit Sandra dans ses bras et l'embrassa comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Kenneth sentit une sensation de froid et de dureté s'installer dans sa poitrine. Sans surprise, il s'en doutait, mais la confirmation le frappa comme une décharge électrique. Il prit des photos avec l'appareil photo de son téléphone, zoomant sur leur visage. Le camion de l'homme était immatriculé dans un autre état, le Wyoming. Kenneth, j'ai mémorisé le numéro de plaque d'immatriculation. Sandra et l'homme sont entrés dans le chalet. Kenneth a attendu, l'appareil photo prêt. Au bout de 30 minutes, ils sont sortis et se sont assis sur le porche du chalet malgré le froid. Kenneth n'entendait pas leurs paroles, mais il pouvait déchiffrer leur langage corporel. Sandra était bouleversée et gesticulait. L'homme était calme, rassurant. Kenneth a activé l'application d'enregistrement vocal sur son téléphone et s'est approché à travers les arbres. Le vent transportait des bribes de conversation. « Je t'avais dit que ça marcherait, » disait l'homme. « Mais il l'a trouvé trop tôt », a répondu Sandra. Kenneth rentre toujours à 21h15 précise, sauf ce soir-là où il a travaillé tard. Alors on réessaie. Cléien, je ne peux pas. Tu ne l'as pas vue à l'hôpital. Elle a l'air si petite. Cléien est rentré maintenant. Kenneth avait un nom. Tu as dit que tu voulais partir. Cléien a continué, tu as dit que tu ne supportais plus d'être mère. C'est la seule solution.
Mais si le courant avait été coupé comme prévu, ça aurait ressemblé à un accident. Je sais, mais ton mari n'est pas stupide. Il va commencer à poser des questions. La voix de Sandra se fit plus basse. Kenneth tendit l'oreille. J'ai peur. Et s'il savait? Il ne sait rien. Tu as dit qu'il était calme à l'hôpital. S'il te soupçonnait, il t'aurait déjà confronté. Kenneth eut un sourire sinistre. Il n'avait aucune idée de leur erreur. J'ai juste besoin de plus de temps, dit Sanders. Du temps pourquoi? Plus on attend, plus ça paraît suspect. Tu dois mettre fin à ça. Mettre fin à quoi? Ton mariage, ta vie ici. Prends l'argent de l'assurance et viens avec moi dans le Wyoming. Kenneth est crispé. Sandra avait souscrit une assurance vie pour Marie il y a 6 mois, affirmant que c'était une éducation responsable. Kenneth ne l'avait pas remise en question à l'époque. Il comprenait maintenant que Sandra n'avait pas seulement essayé de tuer leur fille, mais qu'elle comptait en tirer profit. Kenneth enregistra pendant 10 minutes supplémentaires, capturant suffisamment de conversations pour prouver la culpabilité de Sandra. Puis il retourna furtivement à son camion. Et rentra chez lui. La maison semblait différente maintenant que Kenneth connaissait la vérité. Chaque pièce contenait des preuves de la tromperie de Sandra. Son ordinateur portable, qu'elle prétendait utiliser pour ses achats en ligne, contenait probablement des emails avec Clayden. Sa voiture contenait ses empreintes digitales et son ADN. Kenneth donna le biberon de l'après-midi à Marie pendant qu'il réfléchissait aux preuves à rassembler. Premièrement, les relevés financiers, il fouilla le sac à main de Sandra alors qu'elle était encore au chalet, photographiant des relevés bancaires et des factures de cartes de crédit. Plusieurs frais dans un motel près de Marrow Creek, des retraits d'espèces les jours où elle prétendait rendre visite à sa mère. Deuxièmement, les relevés téléphoniques. Kenneth appela leur opérateur mobile et demanda des relevés de facturation détaillés. Le représentant du service client tenta d'expliquer qu'il avait besoin de l'autorisation de Sandra pour accéder à ses journaux d'appels individuels. C'est ma femme. Kenneth dit que nous partageons le compte. Je comprends, monsieur, mais la réglementation sur la confidentialité exige le consentement de l'utilisateur principal de chaque ligne. Kenneth raccrocha, frustré mais pas découragé. Il trouva une autre solution. Troisièmement, les journaux de la porte du garage. Kenneth téléchargea l'historique complet depuis leur système de garage intelligent. 6 mois en arrière. Le schéma était clair une fois qu'il a su quoi chercher. Sandra sortait furtivement la nuit depuis des semaines, toujours entre minuit et 4 heures du matin. Kenneth a imprimé les journaux et a souligné l'activité suspecte avec un marqueur jaune. Quatrièmement, le babyphone de Marie. Quelqu'un avait désactivé la caméra la nuit où Sandra avait mis Marie au congélateur. Kenneth a vérifié la mémoire interne de l'appareil et a découvert que la commande de désactivation provenait du téléphone de Sandra à 1h47 du matin, un timing parfait. Il a désactivé la caméra, puis est entré par le garage pour accéder au congélateur sans être enregistré. Kenneth a créé un dossier et l'a étiqueté comme preuve. À l'intérieur, il a placé les journaux de la porte du garage, les données du babyphone, les photos de Sandra avec de l'argile et l'enregistrement vocal de leur conversation. Mais il lui fallait plus. Au tribunal, un avocat de la défense argumenterait que les photos prouveraient un adultère, et non une tentative de meurtre. L'enregistrement vocal était accablant, mais incomplet. Kenneth avait besoin que Sandra avoue en détail devant la caméra. Ce soir-là, Sandra est rentrée avec des courses et un air coupable. Comment s'est passé le travail, a-t-elle demandé en déballant du lait. Du pain. Bon, j'ai bien gagné mon argent le samedi avec le temps. C'est super. Kenneth observa sa femme tandis qu'elle se déplaçait dans la cuisine. Elle paraissait plus âgée, comme rongée par les secrets et la culpabilité. Comment était ta mère? Demanda Kenneth. Les mains de Sandra s'immobilisèrent sur une boîte de céréales. Très bien. Elle demanda des nouvelles de Marie. Dis-lui tout ce qui est intéressant, juste des trucs de grand-mère. Tu la connais. Kenneth savait comment était la mère de Sandra, directe, curieuse et incapable de tenir des conversations courtes. Si Sandra avait vraiment passé 6 heures à Bozeman, elle aurait des histoires à raconter. Tu as fait l'aller-retour sans interruption? Oui, pourquoi? Le compteur de ta voiture indique 85 km. Bozeman est à 78 km dans chaque sens. Sandra cligna des yeux. Kenneth mentait. Il n'avait pas vérifié le compteur,
mais la réaction de Sandra lui en disait long. Je me suis arrêté faire le plein à l'air de repos sur la route 12. Ce n'est pas sur la route de Bosemont. Le visage de Sandra rougit. Kenneth, pourquoi m'interroges-tu? J'ai rendu visite à ma mère. J'ai fait les courses. Je suis rentré auprès de ma famille. Je ne t'interroge pas, j'essaie juste de comprendre ta journée. Bon, arrête, c'est bizarre. Sandra a quitté la cuisine et Kenneth l'a entendu se déplacer à l'étage, appelant probablement Clay pour lui parler des questions. Kenneth a fini de ranger les courses et est allé voir Marie qui faisait la sieste dans sa balancelle. Sa fille avait l'air paisible et innocente, ignorant qu'un parent voulait sa mort et que l'autre montait un dossier pour la sauver. Cette nuit-là, Kenneth est resté éveillé, écoutant la respiration de Sandra. Elle faisait semblant de dormir, mais son rythme était trop contrôlé. Vers minuit, Sandra s'est glissée hors du lit. Kenneth a gardé les yeux fermés et sa respiration régulière. Sandra s'est dirigée sur la pointe des pieds vers la salle de bain et Kenneth a entendu le faible bruit d'un SMS en train d'être envoyé. Lorsque Sandra est retournée au lit, Kenneth a attendu 20 minutes, puis s'est levé et a vérifié les caméras de sécurité sur son téléphone. Sandra n'était en effet allée que dans la salle de bain, mais le timing suggérait qu'elle avait envoyé un SMS à Clay alors qu'elle pensait que Kenneth dormait. Kenneth apprenait les habitudes de Sandra, ses révélations, ses faiblesses. Bientôt, il aurait suffisamment de preuves pour s'assurer qu'elle ne s'approche plus jamais de Marie. Mais il devait d'abord tester la portée de la tromperie de Sandra. Dimanche matin, Kenneth suggéra qu'il rende visite à Héloïse Wilker, leur voisine âgée. Elle s'inquiète pour nous depuis l'incident avec Marie, dit Kenneth. Ce serait peut-être bien de lui montrer que Marie va bien. Sandra accepta à contre-cœur. Elle ne pouvait refuser. Sans paraître cruelle, Héloïse Wilker ouvrit sa porte, vêtue d'un tablier fleuri et d'un air sévère. À 87 ans, elle était toujours vive et observatrice, avec une sorte de mémoire qui la rendait dangereuse pour les personnes secrètes. Kenneth, Sandra et la petite Marie. Héloïse les conduisit dans sa cuisine chaleureuse, qui sentait bon les brioches à la cannelle et le café. Je me faisais tellement de soucis pour vous. Nous voulions vous remercier. Kenneth dit, installant Marie sur ses genoux tandis que Sandra restait debout près de la porte. Ton appel au 911 cette nuit-là a permis de gagner un temps précieux. Héloïse avait l'air confuse. Mon appel, Kenneth. Je n'ai pas appelé le 911, c'est toi. Je parlais de ton appel à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Marie. Je n'ai pas appelé l'hôpital non plus. Cher Kenneth, il fit semblant d'être confus en voyant le visage de Sandra pâlir. Je croyais que tu avais dit avoir parlé à quelqu'un de l'état de Marie. Oh ça? Héloïse fit un geste de la main. J'ai parlé à ce jeune homme, celui avec la mâchoire tombante et le short de sport. Il m'a dit que Marie irait bien. Kenneth sentit son pouce accélérer. Quel jeune homme? Celui qui rendait visite à Sandra, un bel homme qui conduit ce gros camion avec des plaques d'immatriculation d'un autre état. Sandra émit un petit bruit d'étouffement. Il était là ce matin-là après que Marie soit allée à l'hôpital. Héloïse continua, inconsciente de la tension ambiante, dit qu'il était un ami de la famille, très poli, et m'assura que la petite Marie allait bien. Kenneth se tourna vers Sandra, tu le savais? Quelqu'un est venu prendre de nos nouvelles. Je sais, je ne sais pas de qui elle parle, demanda Héloïse, grande, d'un ton obligeant, à propos de ton âge, Kenneth. Sandra partit avec lui dans son camion. Je les ai vus de ma fenêtre. C'était quand? Demanda Kenneth mardi matin. Sandra revint environ 1 heure plus tard. Mardi matin, le lendemain du retour de Marie de l'hôpital, Sandra avait prétendu faire des courses. Madame Wilker, dit Sandra d'une voix tendue. Je pense que tu es confuse. Je ne suis allée nulle part avec personne mardi. Le regard d'Héloïse s'éclaircit. Ma chérie, je suis peut-être vieille, mais j'avais les yeux clairs. Je t'ai vu monter dans ce camion avec un homme. Tu portais ton manteau bleu et ses baskets blanches. Sandra portait bel et bien des baskets blanches aujourd'hui. Kenneth doutait que ce soit une coïncidence. Eh bien, dit Sandra en forçant un rire, j'ai peut-être accepté qu'on me conduise au magasin. Je ne me souviens pas de chaque détail de cette semaine difficile. Bien sûr que non, dit Héloïse avec gentillesse. Le traumatisme affecte la mémoire. Mais le jeune homme semblait très préoccupé par Marie, et posa des questions précises sur sa convalescence, pour savoir s'il y aurait des séquelles. Kenneth classa ce détail.
Cléien avait rassemblé des informations sur l'état de Marie, probablement pour aider Sandra à planifier leur prochaine étape. Ils quittèrent la maison d'Héloïse avec une assiette de brioche à la cannelle et bien plus d'informations que Sandra ne le pensait. Belle visite, dit Kenneth en rentrant chez eux. Madame Wilker est de plus en plus confuse avec l'âge. Sandra répondit rapidement. La moitié de ce qu'elle disait n'avait aucun sens. Elle me semblait plutôt perspicace, Kenneth. Tu sais que je ne suis allé nulle part avec un inconnu. Pourquoi ferais-je ça? Je ne sais pas. Et toi, pourquoi? Sandra ne répondit pas, mais Kenneth vit sa mâchoire se serrer cet après-midi-là pendant que Sandra faisait la sieste et que Marie jouait à la balançoire. Kenneth retourna aux cabanes de pêche. Le camion de Clayton était toujours garé à la cabane 7. Kenneth frappa à la porte, des bruits de pas à l'intérieur. Puis la porte s'ouvrit, révélant l'homme des photos de près. Cléien paraissait plus jeune que Kenneth ne l'avait imaginé, peut-être 30 ans, avec le genre de muscles qu'on trouve en salle de sport. Pas de travail, à l'aide? Demanda Clayton. Je cherche ma femme. Le visage de Clayton se figea prudemment. Je crois que tu t'es trompé d'endroit. Mon amie Sandra Creed, 1,68 mètres, cheveux bruns, conduit une Honda argentée. Je ne connais personne de ce nom. Kenneth sortit son téléphone et montra Clay sur l'une des photos qu'il avait prises la veille. Clayton entra et Sandra embrassa sur le porche de la cabane. Et maintenant? La main de Clayton se resserra sur le cadre de la porte. Tu dois partir. Je dois parler à Sandra. Elle n'est pas là, alors j'attendrai. Kenneth a poussé l'argile dans la cabine. L'espace était petit mais bien rangé, avec un canapé, une kitchen et une chambre visible par une porte ouverte. Les vêtements pour femmes étaient dispersés sur le sol de la chambre. Sortez de ma cabine. Clayton a dit, bel endroit, vous y êtes. D'ici la semaine ou le mois, j'ai dit, sortez. Kenneth se tourna directement pour faire face à Clayton. Voici ce qui va se passer. Vous allez vous asseoir et me dire exactement ce que vous et ma femme avez prévu, ou je vais appeler le shérif et lui montrer ces photos ainsi que des preuves que Sandra a essayé de tuer notre fille de 6 mois. La posture agressive de Clayton affaiblit. Tuer, de quoi parlez-vous? Elle a mis Marie dans un congélateur, l'a laissée là pour mourir. J'ai une preuve. C'est fou. Sandra aime cet enfant. Sandra vous aime et elle aime l'argent de l'assurance vie qu'elle collectera lorsque Marie décède. Kenneth regarda soigneusement le visage de Clayton. L'homme avait l'air vraiment choqué, ce qui signifiait qu'il était un bon acteur, soit Sandra lui avait menti à propos de ses motivations. L'argent de l'assurance, Clayton a dit lentement, 50 000 $. Sandra a éliminé la politique il y a 6 mois. Clayton s'assit fortement sur le canapé. Elle m'a dit qu'elle voulait divorcer, a dit qu'elle était malheureuse, se sentait piégée. Elle n'a jamais rien dit de blesser le bébé. Qu'a-t-elle dit de devenir libre? Qu'elle avait besoin de faire ressembler à votre faute, comme si vous étiez un père inapte, afin qu'elle puisse prendre la garde et s'éloigner. Kenneth a étudié l'expression de Clayton. L'homme semblait dire la vérité, mais cela ne l'a pas fait innocent. Et la panne de courant? Clayton's eyes s'est élargi. Comment sais-tu à ce sujet? J'ai vraiment enregistré. Clayton, Sandra, a dit que le congélateur pourrait décocher si le pouvoir a été éteint. Autour de Sandra, ne lui dis pas que nous avons parlé, ne changez pas quand j'en ai besoin, vous allez témoigner sur tout ce qu'elle vous a dit. Et si je refuse? Kenneth a sorti son téléphone et a montré à Clayton l'enregistrement vocal d'hier, alors je donnerai ceci à la police et leur dirai que vous êtes le cerveau derrière une tentative d'infanticide. Le jury adore entendre comment le jeune a manipulé la nouvelle mère vulnérable. Argile empalé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, n'a pas d'importance. Ce qui s'est réellement passé compte ce que je peux prouver. Kenneth se leva pour partir, puis se retourna. Encore une chose, Sandra va réessayer. Quand elle le fera, vous allez m'appeler immédiatement. Vous comprenez? L'argile en hochant la hoche misérablement. Kenneth est rentré chez lui, satisfait qu'il a obtenu un témoin potentiel et neutralisé une menace. Cléien était faible, égoïste et lâche, exactement le genre d'homme qui trahirait Sandra pour se sauver lorsque la pression montait. Sandra était éveillée lorsque Kenneth est revenu, nourrissant Marie dans la cuisine. « Où es-tu allé » a-t-elle demandé. La quincaillerie avait besoin de vis pour les portes du bébé. Quel bébé Gates?
J'installe des portes de sécurité dans toute la maison, haut d'escalier, porte du sous-sol, entrée de garage. Sandra Cuillère s'est arrêtée à mi-chemin jusqu'à la bouche de Marie. Pourquoi? Pour garder Marie en sécurité ne peut pas être trop prudent après ce qui s'est passé. Kenneth, elle a 6 mois. Elle peut à peine s'asseoir seule. Mieux. Le garage a peut-être besoin de la porte du garage. Regardez depuis la porte, les bras croisés. Semble être une protection pour Marie ou pour vous. Kenneth leva les yeux de la lumière qu'il montait. Qu'est-ce que cela signifie? Rien, tu es juste différent depuis l'hôpital. Suspivement comme tu ne me fais pas confiance. Pensez-vous que je devrais te faire confiance? Les yeux de Sandra ont flashé. Je suis ta femme, la mère de ton enfant. Oui, tu le es. Nash, un spécialiste du droit de la famille qui avait été recommandé par son copain de l'armée, Jake Torres. Un procureur en voudrait plus avant de déposer des accusations. Quel genre de plus? Une vidéo de confession, preuve d'une autre tentative, dossier financier montrant un motif au-delà de la police d'assurance. Kenneth a sorti son téléphone et a joué l'enregistrement de Sandra et Clayden à la cabine. Nash a écouté attentivement, puis a demandé à l'entendre à nouveau. C'est mieux, a-t-elle dit, l'admission claire de culpabilité, mais ce n'est toujours pas suffisant pour les accusations criminelles. C'est absolument suffisant pour la garde d'urgence. Expliquez que nous déposons une requête affirmant que Marie est en danger immédiat. Avec ces éléments de preuve, un juge vous accordera une garde temporaire pendant que les services de protection de l'enfance enquêtent. Combien de temps cela prend-il? Cela pourrait être des semaines ou des mois, mais il protège Marie pendant que vous recueillez plus de preuves. Kenneth a ressenti un soulagement sur lui. Faites-le. Nash a commencé à préparer les documents immédiatement. Pendant qu'elle travaillait, Kenneth a appelé sa sœur Mara. J'ai besoin de vous dire quelque chose que Kenneth a dit et j'ai besoin de votre aide. Il a expliqué tout ce qu'il a découvert. Marlo a écouté sans interrompre, mais Kenneth pouvait entendre sa vive respiration lorsqu'il a joué l'enregistrement. Cette mauvaise sorcière Mara a dit, Kenneth, nous devons l'arrêter. J'essaie, mais j'ai besoin de documentation médicale sur l'état de Marie ce soir-là. Je peux l'obtenir. J'ai toujours des contacts à l'hôpital. Pouvez-vous le faire tranquillement, bien sûr? De quoi d'autre avez-vous besoin de quelqu'un pour regarder Marie quand cela devient désordonné? Sandra va finalement être arrêtée. Elle rentre à la maison avec moi dès que tu dis le mot. Kenneth se sentait reconnaissant de la loyauté de sa sœur. Mara avait toujours protégé la famille et elle aimait Marie comme sa propre fille. Encore une chose, Kenneth a dit que j'avais besoin que vous documentiez tout ce que vous avez observé sur le comportement de Sandra après la naissance de Marie, les problèmes postpartum. Était-ce vraiment la dépression postpartum ou était-ce autre chose? Marlo était silencieux pendant un moment. Avec le recul, cela ressemblait plus au ressentiment qu'à la dépression. Elle a agi comme Marie était un inconvénient, pas une bénédiction. Allez-vous écrire cela officiellement? Absolument. Kenneth est retourné au bureau de Nash cet après-midi pour signer les documents de garde. La requête serait déposée mardi matin. Que se passe-t-il lorsque Sandra découvre? Kenneth a demandé qu'elle serait servie avec des papiers et aura une chance de répondre, mais compte tenu des preuves, je suis convaincu que le juge sera assisté à vous. Kenneth a rentré chez lui pour planifier ses prochains mouvements. Il avait besoin de préparer la réaction de Sanders à perdre la garde. Elle avouerait tout dans une panique où dégénéraient ses tentatives de nuire à Marie. Quoi qu'il en soit, Kenneth serait prêt ce soir-là que Sandra semblait à nouveau nerveuse. Elle a continué à vérifier son téléphone et à jeter un coup d'œil à Kenneth quand elle pensait qu'il ne regardait pas. « Tout va bien ?» demanda Kenneth pendant le dîner. « Très bien, juste fatigué. Vous devriez peut-être rendre visite à votre mère. » Faire une pause. La fourche de Sandra s'arrêta sur sa salade. « Pourquoi continuez-vous à suggérer cela? Vous semblez stressé ces derniers temps? Un changement de paysage pourrait aider. Je ne veux pas quitter Marie maintenant. Après ce qui s'est passé. Marie serait en sécurité avec moi. Bien sûr, elle le ferait. Je ne voulais pas dire que je voulais juste être ici. » Kenneth a hoché la tête et a changé le sujet, mais il a noté la réaction de Sandra. Elle ne voulait pas quitter la ville, ce qui a suggéré qu'elle planifiait quelque chose qui l'obligeait à rester près de Marie. Après le dîner, Kenneth a testé les nouveaux capteurs de mouvement de garage tandis que Sandra baignait Marie.
Les lumières se sont activées instantanément lorsqu'il entra dans l'espace et son téléphone bourdonnait d'une alerte parfaite. Il a également vérifié le Baby Monitor, qui enregistrait maintenant en continu pour le stockage dans le cloud. Sandra ne pouvait pas le désactiver sans que Kenneth le sache immédiatement. Lorsque Kenneth est revenu à l'intérieur, il a trouvé Sandra debout dans la chambre de Marie en regardant leur fille avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. « Elle est belle », dit doucement Sandra. « Oui, elle l'est. Parfois, je me demande quel genre de vie elle aura. »« Que voulez-vous dire ?» Sandra se tourna pour faire face à Kenneth. « Pensez-vous que nous sommes de bons parents ?» La question ressemblait à un piège. « Je pense que nous apprenons. »« Pensez-vous que Marie sera heureuse ?»« Je pense que Marie sera aimée et protégée. » Sandra a étudié le visage de Kenneth. « Vous semblez faire une promesse, je le suis. » Cette nuit-là, Kenneth était éveillé en écoutant les sons de la chambre de Marie. Les capteurs de mouvement l'alerteraient si Sandra entrait dans le garage et que le moniteur pour bébé montrerait une activité dans la chambre de Marie. Mais Sandra n'a pas bougé. Elle était toujours allongée à côté de Kenneth respirant régulièrement, apparemment endormie. Ce téléphone de Kenneth a bourdonné. Mouvement détecté dans le garage. Kenneth a glissé du lit et a vérifié le flux de caméras en direct. Le garage était vide mais le capteur de mouvement a montré une activité récente. Kenneth s'est glissé en bas et a trouvé la porte de garage un peu impôt. Il a regardé à l'extérieur et a vu la voiture de Sandra manquante dans l'allée. Elle avait laissé le garage mais avait évité d'une manière ou d'une autre le déclenchement de la caméra. Kenneth s'est rendu compte qu'elle devait avoir rampé sous la gamme du capteur, restant bas pour éviter la détection. Kenneth a vérifié la chambre de Marie, berceau vide. Son sang s'est transformé en glace. Sandra avait emmené Marie avec elle. Kenneth a attrapé ses clés et son téléphone, puis se souvenait de l'application de suivi qu'il avait installée sur la voiture de Sandra la semaine dernière. Il a remonté l'emplacement, les cabines de pêche. Kenneth a traversé la nuit vers le lac, son esprit se déroulant à travers de terribles possibilités. Sandra prévoyait-elle de tuer Marie à la cabine, faisait-elle ressembler à un accident loin de chez lui? Où courait-elle, prévoyait de disparaître avec leur fille? Quoi qu'il en soit, Kenneth avait fini de jouer à des jeux ce soir. Tout finirait. Kenneth a atteint les cabines de pêche à 3h47, les pneus de son camion croquant sur la route de gravier. Cabin 7 a montré des lumières dans les fenêtres et la voiture de Sandra était assise dans l'allée à côté du camion de Clayton. Kenneth s'est garé dans les arbres et s'est approché à pied, vérifiant son téléphone pour s'assurer que l'application d'enregistrement vocal était active. Il avait besoin d'entendre ce que Sandra planifiait. Les voix transportées à travers les murs de la cabine mince ne peuvent pas rester ici. Cléant disait qu'il allait appeler la police. Il ne sait rien. Sandra a répondu, nous nous en tenons au plan. Quel plan? Vous avez dit que vous aviez un divorce, et non en kidnappant votre propre enfant. Je ne l'enlève pas, je suis sa mère. Kenneth se rapproche de la fenêtre et regarda à l'intérieur. Sandra était assise sur le canapé en tenant Marie qui dort paisiblement, Argile dans le rythme près de la kitché, l'air agité. Sandra, c'est fou. Ramenez le bébé à la maison. Je ne peux pas rentrer chez moi. Kenneth est suspect. Il a posé des questions, installé des caméras, alors répond à ces questions. Agir normal. Je ne peux plus agir normal. La voix de Sandra a craqué. Chaque fois que je la regarde, je me souviens à quel point je ressens à quel point je veux ma vieille vie. Kenneth sentit sa mâchoire serrée. Sandra parlait de Marie comme si elle était un fardeau au lieu d'une fille. Puis divorcée. Cléien a déclaré, faites-le légalement et renoncez à la moitié de tout. Kenneth gagne beaucoup d'argent, la maison, son camion, la boutique. Je perdrai tout cela. C'est donc une question d'argent, il s'agit de liberté et, oui, de l'argent vous aide à être libre. Clayton a cessé de faire les rythmes et a regardé Sandra. Jésus, tu as vraiment essayé de la tuer. J'ai essayé de résoudre un problème. C'est ta fille. C'est une erreur que je ne peux pas défaire. Kenneth en avait assez entendu. Il a sorti son téléphone et a appelé le 911, 911, quelle est votre urgence? Voici Kenneth Creed. J'ai besoin d'officiers dans les cabines de pêche sur les Crodes, cabine 7. Ma femme a kidnappé notre petite fille. Monsieur, pouvez-vous confirmer votre emplacement? Kenneth a donné l'adresse et a expliqué la situation rapidement.
Le répartiteur a promis que des unités étaient en route. Kenneth a raccroché et a appelé le numéro de Clayton, qu'il avait sauvé de la conversation d'hier. Le téléphone de Clayton a sonné à l'intérieur de la cabine. « Bonjour, c'est Kenneth. Je suis à l'extérieur de la cabine. » Clayton est allé à la fenêtre et a regardé dehors, son visage pâle sous une lampe de lampe. « Apportez-moi ma fille. » Kenneth a dit maintenant. « Kenneth, nous parlons juste, personne n'est blessé. » L'affaire sortir où je viens à Kenneth ne pouvait voir Clayton regarder Sandra, qui secouait la tête frénétiquement. « Elle ne veut pas vous voir maintenant. » Clayton a dit. « Je me fiche de ce qu'elle veut, je me soucie de Marie. » Kenneth a mis fin à l'appel et s'est approché de la porte de la cabine. À travers la fenêtre, il vit Sandra chuchoter de toute urgence à l'argile tandis que Marie remuait dans ses bras. Kenneth a frappé à la porte. Sandra s'ouvre. Aucune réponse. Kenneth a essayé la poignée. Verrouiller Sandra. La police est en route. N'aggravez pas cela pire qu'il ne l'est déjà. La porte s'ouvrit et Clay est apparu l'air vaincu. Elle est ici. Kenneth a poussé lui et a trouvé Sandra assise sur le canapé serrant Marie comme un bouclier. Donne-moi ma fille. Kenneth a dit qu'elle était aussi ma fille. Vous avez essayé de la tuer. Je n'ai jamais. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai des enregistrements, Sandra, vous admettant. Vous mettez Marie dans le congélateur. Le visage de Sandra s'effondre. Kenneth, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Expliquez à la police. Kenneth tendit la main pour Marie, mais Sandra a reculé. Ne me prenez pas de moi. Tu l'as pris en premier. Je suis sa mère. Non, Kenneth dit fort sa voix. Les mères ne mettent pas leur bébé dans des congélateurs. Les sirènes gémissaient au loin, de plus en plus fortes. Sandra les a entendues et a commencé à pleurer. S'il vous plaît, Kenneth, j'ai fait une erreur. J'étais confus, déprimé. Je ne pensais pas clairement que vous pensiez assez clairement pour le planifier avec lui. Kenneth hocha la tête vers Clayton. Je n'ai jamais rien planifié. Clayton a protesté. Elle m'a dit qu'elle voulait un divorce. Sandra cassée. La police est arrivée avec des lumières clignotantes et des voix bruyantes. 3 officiers se sont approchés de la cabine tandis que Kenneth se tenait dans l'embrasure de la porte en tenant Marie, Monsieur Creed. L'officier principal était une femme dans la quarantaine avec des rayures du sergent. Je suis le sergent Lopez. Êtes-vous et le bébé? D'accord, nous allons bien. Maintenant, madame, j'ai besoin que vous sortez. Lopez a dit à Sandra. Je n'ai rien fait de mal. Nous allons trier cela maintenant. J'ai besoin de tout le monde à l'extérieur où nous pouvons parler en toute sécurité. 20 minutes plus tard, Sandra s'est assise à l'arrière d'une voiture de police tandis que Kenneth a fait sa déclaration au sergent Lopez. Il lui a montré les photos, a joué les enregistrements et a expliqué la recherche de Marie dans le congélateur. Il s'agit d'une situation domestique complexe. Lopez a déclaré, nous devrons impliquer des services de protection de l'enfance et le bureau du procureur de district. Ce qui arrive à Sandra dépend de ce que le DA décide de la facturer. Pourrait être une mise en danger d'enfant, pourrait être tenté de meurtre. Kenneth hocha la tête, qu'en est-il de lui? Enfin, le procureur du district du lendemain du matin. Entretien et enlèvement, Shaw a dit. Mais après avoir examiné vos preuves, je pense que nous pouvons faire mieux. Voulez-vous dire? Tentative de meurtre? Vos enregistrements prouvent la préméditation. La police d'assurance établit un motif financier. Les preuves physiques montrent qu'elle a délibérément placé votre fille dans une situation de réalisation. Kenneth sentit quelque chose de serré dans sa poitrine, se détend enfin. Pouvez-vous le faire respecter votre coopération? Oui, mais j'ai besoin que vous compreniez ce que cela signifie. Votre femme passera probablement les 20 prochaines années en prison. Bon, Shaw a étudié le visage de Kenneth. Vous en êtes certain? Aucune possibilité de réconciliation. Elle a essayé de tuer ma fille pour de l'argent d'assurance. Il n'y a pas de retour de ça. Shaw hocha la tête et ouvrit un fichier épais. Ensuite, parlons de la façon dont nous allons le prouver. La mise en accusation de Sandra a eu lieu jeudi suivant. Kenneth s'est assis dans la galerie avec Mara en regardant sa femme se tenir debout devant le juge Harrison dans une combinaison orange. Madame Creed, vous êtes accusée de tentative de meurtre au premier degré, de mise en danger des enfants, de complot en vue de commettre un meurtre et d'enlèvement.
Le juge Harrison Reed, comment plaidez-vous? Défenseur public Sanders. Un homme fatigué nommé Phillips a parlé pour elle. Non coupable, votre honneur. La caution est fixée à 500 000 $. La date du procès est fixée pour le 15 mars. Kenneth ressentait la satisfaction de lui. Sandra ne pouvait pas faire de caution, ce qui signifiait qu'elle resterait en prison jusqu'au procès. Marie serait en sécurité à l'extérieur du palais de justice. Phillips s'est approché de Kenneth. Monsieur Creed, mon client souhaite discuter d'un accord de plaidoyer. Parlez au DA. Elle veut vous excuser personnellement. Kenneth se tourna pour faire face à l'avocat. Dites à votre client que si elle voulait s'excuser, elle n'aurait pas dû essayer de tuer ma fille. Elle maintient son innocence concernant la tentative de meurtre. Elle admet un mauvais jugement et une instabilité mentale temporaire. Elle admet avoir mis un bébé de 6 mois dans un congélateur et l'avoir laissé là pour mourir. Phillips avait l'air mal à l'aise. La dépression postpartum peut provoquer une sauvegarde sévère pour le jury. Kenneth s'éloigna, Mara à côté de lui. Comment tenez-vous? Mara a demandé mieux maintenant qu'elle était enfermée. Et Marie? Elle est parfait heureux. Elle ne sait pas à quel point elle est venue à tout perdre. Au cours des prochaines semaines, Kenneth a travaillé en étroite collaboration avec Dachau pour préparer le procès. Ils ont organisé les preuves, aligné des témoins et planifié leur stratégie. Clay a accepté de témoigner contre votre femme en échange d'une peine réduite, a déclaré Shaw à Kenneth lors d'une de leurs réunions. Quel genre de phrase réduite? 5 ans au lieu de 15 ans? Il servira du temps pour le complot et les accusations accessoires, mais rien de proche de ce que Sandra est confrontée. Kenneth n'était pas entièrement satisfait de l'accord, mais il a compris la nécessité. Le témoignage de Clayton scellerait le sort de Sandra. Marie, jouant avec elle et s'émerveillant à quel point elle avait grandi. Le procès a commencé par une froide matinée de mars. Kenneth portait son meilleur costume et s'est assis au premier rang alors que les jurés potentiels étaient interrogés. Shaw voulait des gens avec des enfants, des gens qui comprendraient la gravité du crime de Sandra. Sandra avait l'air différente de la table de défense, plus mince, plus âgée, avec des cercles sombres sous ses yeux. La prison n'était pas d'accord avec elle. Lors des déclarations d'ouverture, Shaw a peint un tableau clair de la préméditation et de la cupidité. Sandra Creed ne s'est pas cassée sous la pression de la nouvelle maternité. Shaw a déclaré au jury. Elle a prévu le meurtre de sa fille de 6 mois à des fins financières. Elle a pris une police d'assurance vie, organisée pour un alibi et a délibérément placé Marie Creed dans un congélateur pour mourir Phillips. L'avocat de la défense a tenté de discuter de la maladie mentale. Mon client souffrait de dépression postpartum sévère, une condition qui affecte des milliers de mères. Kenneth a écouté les deux arguments, mais un seul a été vrai, Sandra a été calculée à partir du début. La femme à ce moment-là m'a dit que Marie irait bien. Elle savait que Marie était vivante avant de lui dire. Phillips a essayé de percer des trous dans le témoignage de Kenneth pendant le contre-interrogatoire. Monsieur Creed, n'est-il pas vrai que vous avez installé un équipement de surveillance pour espionner votre femme? J'ai installé des équipements de sécurité pour protéger ma fille. Vous avez enregistré des conversations privées sans consentement. J'ai enregistré des preuves d'un crime. Vous avez suivi votre femme et pris des photos de ses activités personnelles. J'ai suivi un suspect et documenté sa rencontre avec un co-conspirateur. Phillips a fait ressembler Sandra comme une victime de la paranoïa de Kenneth, mais Kenneth est resté calme et factuel. Les preuves ont parlé de lui-même. Le docteur Martinez a témoigné de l'état de Marie lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. La température centrale du nourrisson était dangereusement basse. 10 à 15 minutes d'exposition supplémentaire auraient pu être mortelles. Dans votre avis médical, cela aurait-il pu être accidentel? Non, le congélateur fonctionnait normalement. Quelqu'un a placé l'enfant à l'intérieur et a fermé le couvercle. Héloïse Wilker a témoigné de voir Sandra avec Clayden fournissant des preuves cruciales sur l'affaire et conspiration. Elle est partie avec ce jeune homme à plusieurs reprises, toujours lorsque son mari était au travail. Mara a témoigné sur le comportement de Sandra après la naissance de Marie. Elle semblait pleine de ressentiment plutôt que déprimée, comme Marie était un inconvénient au lieu de la bénédiction. Les journaux de porte de garage, les données du moniteur pour bébé et les dossiers financiers ont tous peint une image du calcul et de la planification. Mais le témoignage le plus dommageable est venu de Clayen lui-même.
Il a pris la position nerveuse et honteuse, évitant le contact visuel avec Sandra. Elle m'a demandé si une mort de congélateur aurait l'air naturel. Cléien a témoigné, a déclaré que si la puissance se détenait, cela semblerait être un accident. Avez-vous compris ce qu'elle planifiait? Pas, au début, je pensais qu'elle parlait hypothétiquement. Quand avez-vous réalisé qu'elle était sérieuse? Quand elle m'a appelé après avoir mis le bébé au congélateur, elle a été paniquée parce que son mari a trouvé le bébé trop rapidement. Qu'a-t-elle dit exactement? Que le plan a échoué parce que Kenneth a travaillé tard dans la nuit. Elle a dit que la prochaine fois, elle devrait faire plus attention au timing. Phillips a tenté de discréditer la tanière d'argile pendant contre-interrogatoire. Vous témoignez de vous sauver d'une peine de prison plus longue, n'est-ce pas? Oui, donc le jury devrait croire que vous dites soudainement la vérité quand cela vous profite. Je dis la vérité parce que c'est la bonne chose à faire. Ce bébé aurait pu mourir. Kenneth a regardé les visages du jury lors du témoignage de Clayton. Plusieurs avaient l'air dégoûtés, d'autres en colère. Ils n'achetaient pas les tentatives de la défense de peindre l'argile en tant que témoin peu fiable. Sandra n'a pas témoigné en son propre nom. Phillips a appelé des témoins experts sur la dépression postpartum et les effets de la maladie mentale sur le jugement, mais les preuves contre Sandra étaient écrasantes que le dernier jour de témoignage, Shaw a appelé un témoin surprise, l'agent Rebecca Torres de l'unité des crimes financiers du FBI. Kenneth n'avait pas connu ce témoin et de la réaction de Philippe, ni l'agent de défense Torres. Qu'est-ce que votre enquête a révélé sur les activités financières de l'accusé? Nous avons trouvé des preuves d'une dette importante que Madame Creed a cachée à son mari, carte de crédit, prêt personnel, jeux en ligne. Kenneth a eu un choc qui lui a été le laver. Sandra avait joué. De combien de dettes parlons-nous? Environ 80 000 $. La salle d'audience a éclaté dans des murmures. Kenna regarda Sandra, qui chuchotait frénétiquement avec Phillips. Monsieur Creed était-il au courant de cette dette? Non, Madame Creed a utilisé une adresse postale distincte et a forgé la signature de son mari sur plusieurs demandes de prêt. Shaw a introduit les dossiers bancaires montrant l'activité de jeu de Sandra au cours de la dernière année, des milliers de dollars perdus sur les sites de poker en ligne, les paris sportifs et les applications de casino. À votre avis, un paiement d'assurance vie de 50 000 $ sur Mary Creed aurait-il aidé la situation financière de Madame Creed? Cela aurait couvert la majeure partie de sa dette immédiate. Oui, Kenneth a senti la dernière pièce du puzzle cliquer en place. Sandra n'avait pas simplement voulu se libérer de la maternité, elle avait besoin d'argent pour couvrir ses dettes de jeu. Philippe a soumis à plusieurs reprises, mais les preuves financières étaient solides. Sandra avait volé de l'argent à leur compte conjoint pour financer son jeu, puis contracter des prêts. Quand ce n'était pas suffisant, lors des arguments de clôture, Shaw a martelé le motif. Sandra Creed ne voulait pas simplement échapper à la maternité, elle avait besoin de 50 000 $ pour couvrir les dettes dont son mari ne savait rien. Elle a vu sa propre fille comme un moyen de résoudre ses problèmes financiers. Phillips a fait une dernière tentative pour argumenter la maladie mentale, mais la preuve financière a miné son cas. Le jeu de Sandra a montré la planification et le calcul, et non la rupture mentale. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Nous, le jury, constatons l'accusé coupable de tentative de meurtre au premier degré. Kenneth ferma les yeux et ressentit un soulagement. L'inondation à travers lui. Nous, le jury, constatons l'accusé coupable de mise en danger des enfants. Nous, le jury, constatons l'accusé coupable de complot en vue de commettre un meurtre. Nous, le jury, constatons l'accusé coupable d'enlèvement. Sandra s'est effondrée à la table de la défense, sanglotant. Phillips a mis son bras autour de ses épaules mais elle était inconsolable. Le juge Harrison a prévu une condamnation pour la semaine suivante. Kenneth est sorti du palais de justice avec Mara, se sentant comme s'il pouvait respirer complètement pour la première fois depuis des mois. C'est fini. Mara a dit, oui, c'est quoi maintenant? Kenneth a pensé à Marie avec probablement la sieste chez Mara sous la garde d'une babysitter. Sa fille était en sécurité, Sandra était condamnée et la vie pourrait enfin aller de l'avant. Maintenant, nous rentrons chez nous, a déclaré Kenneth, et nous recommence. 1 an après la condamnation de Sandra à 25 ans sans libération conditionnelle, Kenneth s'est assis dans son salon en regardant Marie faire ses premiers pas de 18 mois. Elle était curieuse et intrépide, se déplaçant entre le canapé et la table basse avec détermination. Elle avait la séquence obstinée de Kenneth et les yeux sombres de Sandra, mais sa personnalité était entièrement la sienne.
Damari grinla quand elle atteignit les bras de Kenneth. C'est vrai, petite fille. Papa est là. Marlo regarda depuis la porte de la cuisine, souriant. Elle avait déménagé il y a 6 mois pour aider avec les soins de Marie et l'arrangement a parfaitement fonctionné. Marie avait une tante adorée, Kenneth avait fiable la garderie et Mara ont eu la fille. Elle n'avait jamais eu le dîner prêt. Mara a annoncé qu'il mangeait en famille, Marie dans sa chaise haute faisant des gâchis heureux avec des légumes de purée. La conversation était légère, axée sur le développement de Marie et les plans de Kenneth pour étendre la boutique d'auto. Personne ne mentionne plus Sandra. Elle était un chapitre fermé, une histoire édifiante sur la cupidité et l'égoïsme qui n'avaient pas sa place dans leur maison paisible. Après le dîner, Kenneth a baigné Marie et lui a lu une histoire au coucher. Elle s'est endormie dans ses bras, chaude et sécurisée et aimée. Tu as été laissé dans le froid, chuchota Kenneth, caressant ses cheveux. Mais maintenant, vous ne le ressentirez plus jamais. À l'extérieur, la neige a commencé à tomber sur Marrow Creek, couvrant la ville en blanc calme. À l'intérieur, Kenneth House était chaleureux et brillant, rempli de rire et d'amour et la promesse de meilleurs jours à venir. Marie remua dans son sommeil et sourit, rêvant quels sont les rêves heureux que les enfants rêvent. Kenneth l'embrassa le front et la glissa, puis le regardait en respectant un moment long. Elle était en sécurité, finalement complètement en sécurité, et c'était tout ce qui comptait.